Bon mercredi matin, mesdames, messieurs. Le plus excellent des mercredis matins à vous tous, mesdames, messieurs. Merci de bien vouloir prendre place. Good morning and welcome to Quebec City. Please take your seat. Bonjour. Genuflexion. Petit exercice pour ça arrive comme ça. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous ce matin. Je sais que vous êtes fort nombreux. On me disait tout à l'heure au déjeuner que près de 500 personnes seraient là ce matin avec nous pour les 3 dernières journées du Congrès. Donc, mesdames, messieurs, si vous vous joignez à nous ce matin, soyez les plus cordialement bienvenus. Mon nom est Donald Archibaudry, c'est comme ça que tout le monde m'appelle, et j'ai le plaisir d'être le maître de cérémonie de ce 10e Congrès mondial du loisir. Et je tiens à vous dire que depuis lundi, on a eu des choses extraordinaires, des entrevues, des entretiens extraordinaires, et ce matin, vous aurez le plaisir d'entendre encore une fois des présentateurs qui sortent de l'ordinaire. Alors, mesdames, messieurs, soyez le plus cordialement bienvenus. Si on peut fermer les portes, ce serait extraordinaire. Permettez-moi de vous présenter le président de l'Assemblée de ce matin. Mesdames, messieurs, il est docteur en droit des affaires. Il est professeur et auteur du département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. He holds a PhD in business law. He is a professor and author from the Department of Urban and Tourism Studies at the School of Administrative Science of the l'Université du Québec in Montréal. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir sur scène M. Louis Jolin. Passez une bonne journée, M. Jolin. Merci. Alors, bonjour, good morning, buenos dias. It is an honor for me to chair this plenary session. Par le loisir, on assiste ces dernières années à la privatisation du lien social, pour reprendre l'expression de M. Jean Viard lundi matin. Mais en même temps, le loisir n'est-il pas créateur de liens sociaux et communautaires? N'est-il pas aussi la zone privilégiée de l'engagement bénévole des citoyens? Au départ, le loisir pour les individus est l'expression de désirs, de pulsions, de goûts personnels. Mais le loisir, pour s'exprimer pleinement, n'est pas confiné aux zones privées et à la consommation. Il se déploie dans les espaces publics, centres culturels, centres communautaires, les parcs aussi. Et d'autre part, la création de ces espaces, leur organisation, leur animation implique un engagement des citoyens et des débats démocratiques. Comment alors et à quelles conditions la pratique, la gouvernance et l'organisation du loisir favorisent-elles la constitution de liens sociaux et de communautés démocratiques, tant en milieu rural qu'en milieu urbain? Comment la pratique du loisir initie-t-elle aux relations de pouvoir? Dans un contexte où l'espace public peut être confisqué par les marchands du loisir, quelle place réellement pour la communauté? Et si le cyberespace était appelé à remplacer finalement l'espace public traditionnel? Alors, autant de questions sur la thématique du loisir et de ses liens avec l'espace privé et avec l'espace public. Alors, autant de questions, donc, qui seront abordées ce matin, tout d'abord par notre conférencier principal, M. Jean-Paul Lallier, qui est notre président d'honneur du Congrès mondial donc, du loisir, et que j'invite à monter sur scène. J'invite aussi à monter sur scène nos 4 panélistes qui vont, à la suite de la conférence principale de Maître Lallier, échanger, faire une présentation et échanger sur les questions donc, du thème de la journée.
Alors, j'invite donc M. Abdou Salam Fall, professeur sociologue de l'Université de Dakar au Sénégal. M. Serge Fortin, vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. M. Gérard Baudet, professeur et directeur de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Et Mrs. Linda Caldwell, professeure de la Pennsylvania University State aux États-Unis. Alors, vous pouvez vous asseoir. Antérieurement maire de la Ville de Québec et président de l'Association mondiale des maires francophones, Maître Lallier porte avec conviction, dans le cadre de ce congrès, mais également auprès des médias, les valeurs et les objectifs du Congrès mondial du loisir. Maître Lallier a mis sur pied l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Il fut secrétaire général conjoint puis président du conseil d'administration. Député de Deux-Montagnes à l'Assemblée nationale du Québec, il a été ministre responsable de la jeunesse, du loisir et des sports au sein du gouvernement québécois, puis ministre de la fonction publique, des communications et des affaires culturelles. Il a été également président du comité interministériel de la qualité de la vie. C'est en 1989 qu'il fut élu maire de la Ville de Québec. Il devint le premier maire de la grande agglomération de Québec à la suite du regroupement municipal qui survient au début du 21e siècle. Depuis 2006, il est professeur invité à l'Université Laval. Il est également conseiller stratégique au sein du cabinet Langlois-Cranstrom-Desjardins. Alors, je vous demande d'accueillir, vous l'avez déjà fait, chaleureusement, votre président d'honneur, Maître Jean-Paul Lallier. Merci beaucoup, M. Jolin, Madame, Messieurs, chers amis. Je garde l'heure parce que je ne sais jamais quand finir, alors là, je vais essayer de le savoir. Je dois vous dire que je suis très content et que je me sens privilégié d'être avec vous toutes et avec vous tous pour parler de loisirs. Mais en même temps, je n'en suis pas un spécialiste. Je suis quelqu'un qui en a profité et qui a surtout profité de ceux qui organisaient les loisirs, qui les permettaient, qui les rendaient possibles. Et j'ai essayé de traduire dans ma vie politique, à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, les valeurs qui me paraissaient les plus transcendantes chez ceux et celles qui parlent, qui s'occupent et qui travaillent loisirs. En préparant les quelques notes que j'ai aujourd'hui pour guider mon exposé, je me suis mis à penser quand est-ce que ça m'est venu pour la première fois dans la tête, le mot « loisir ». Puis on essaie de reculer dans le temps et on ne trouve pas facilement. Ce que j'ai trouvé, cependant, c'est le mot « travail ». Mon père, qui était boulanger dans un petit village où j'ai été élevé avec ma famille, mon père devait, pour commencer sa journée, se lever à 4 heures du matin. Et il travaillait jusqu'en fin d'après-midi. Le loisir n'était pas une notion présente dans la maison parce que chacun avait son travail à faire. Le moment de loisir, dont je me souviens, c'était le dimanche. Le dimanche, tout s'arrêtait et on se reposait. Donc, pour moi, le loisir, quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était le repos. Dans un village, à l'époque, il n'y avait pas d'organisation de loisirs, il n'y avait pas de service de loisirs, il y avait l'école. L'école qui avait sa cour de récréation, quelques jeux. Deuxième notion du loisir, le jeu. Au fur et à mesure que les années passent, 9 ans, 10 ans, 11 ans, j'ai découvert ma première version du loisir. C'est qu'en dehors du moment de repos, en dehors des activités scolaires, l'école, qui était un petit collège d'une centaine d'élèves, avait
une menuiserie où on donnait des cours de menuiserie aux élèves pendant les cours réguliers. Mais en fin de semaine, on pouvait y aller. Ceux qui avaient le goût d'aller jouer avec les outils, on avait des pupitres numérotés, on avait quelques équipements et on pouvait y travailler pendant quelques heures. À la réflexion, c'est ça mon premier loisir. Avoir le temps de faire ce que j'avais envie de faire sans la contrainte de la maison, sans la contrainte de l'école, en exerçant un choix libre qu'on peut exercer à cet âge-là. Cet éveil au loisir, cette réflexion sur le commencement du loisir qui est lié au travail, au dimanche, à l'école, à la menuiserie de l'école, s'est prolongé par le cinéma qu'on avait dans la salle de récréation, une fois par mois, d'un film qui, la plupart du temps, était soit un film de l'Office national du film, soit un western de Gene Autry, des choses comme ça, pour lesquels on payait 10 sous. Et on allait s'asseoir à 7 heures le soir dans la salle de récréation, et le film nous était projeté. Je me souviens du bruit de l'appareil, de la machine qu'on appelait la machine à vue, puis ça déroulait, puis on voyait le film. Ça sautillait un peu, mais ça ne fait rien. On y arrivait. Ensuite, il y a eu les activités en dehors de l'école liées à la musique. Il y avait une petite fanfare à l'école et on essayait tous d'aller jouer avec l'un ou l'autre des instruments jusqu'à temps qu'on se fasse dire que notre avenir était ailleurs. Ce qui m'est arrivé assez tôt dans ma vie, d'ailleurs. Et là, pour moi, c'était le monde du loisir quand on est jeune. Plus tard, j'ai été témoin de l'arrivée de l'OTJ, l'œuvre des terrains de jeu. Et donc, l'OTJ, c'était une organisation de loisirs où on pouvait aller ensemble, les jeunes, et on se faisait organiser des jeux collectifs. On se faisait organiser, c'est une façon de parler, il y avait un encadreur. Un homme ou une femme, la plupart du temps au collège, c'était des hommes, au couvent, ça devait être des femmes, j'imagine. Et il nous organisait des jeux de groupe. C'est là que j'ai découvert une chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, c'est que le loisir, ce n'était pas d'abord des équipements, même s'ils sont nécessaires. Les élèves, on n'avait pas nos ballons, c'est fourni par l'école. On n'avait pas notre pupitre de menuiserie, ils étaient à l'école. Les fins de semaine, on pouvait y aller à certaines heures. Le loisir, c'est d'abord une question de ressources humaines. Les encadreurs, ceux qui donnaient de leur temps pour s'occuper de nous en nous permettant, à notre tour, de faire des choses que l'on aimait. Ces encadreurs, ce sont les premiers leaders que j'ai rencontrés dans ma vie. Des gens capables de nous mobiliser vers un but, de nous rendre fiers de ce qu'on faisait, de ce qu'on était. Et on était fiers avec pas grand-chose dans ce temps-là. On n'avait pas des milliers de dollars de jouets en cadeau. Mon premier cadeau de Noël, comme tous les jeunes de mon âge, c'était une paire de patins. Et on l'avait à Noël parce que, bon, on faisait d'une pierre deux coups. On avait des patins, puis on avait un cadeau. Et sinon, c'était les patins au mois d'octobre, au mois de novembre, puis le cadeau après, mais on n'avait pas ça. Ces premiers leaders qui s'occupaient du loisir, qui s'occupaient de notre encadrement, que j'ai connu à l'école, que j'ai connu ensuite au collège, sont des gens qui éveillaient chez nous le sens de l'émerveillement, de la curiosité. On découvrait toutes sortes de milieux de monde où on pouvait vivre en dehors du milieu de travail. Bien sûr, mon père continuait à travailler à la maison, ma mère aussi. Nous, on était au collège et on avait le privilège d'étudier en même temps que de commencer à saisir c'était quoi la notion du temps libre. Et on s'apercevait que le loisir, c'était finalement cette capacité de choisir, cette liberté de choisir, en même temps que d'accepter, d'assumer un certain leadership. Si on était dans un domaine que l'on aimait et où les jeunes nous considéraient comme acceptables ou même bons, on devenait le leader dans cette partie de l'activité de loisir. À la réflexion, c'est là qu'on a développé, que j'ai développé en tout cas, une certaine aptitude pour le travail d'équipe, une certaine attitude aussi par rapport à ceux et celles qui, bénévolement, choisissaient de nous aider à nous insérer dans la communauté. C'est là que j'ai pris conscience que l'action bénévole était au cœur de la qualité de vie de la communauté et que cette action bénévole, quand on est jeune, s'adresse à nous sous l'angle du loisir, mais que plus tard dans la vie,
je l'ai vu se manifester dans mes différentes fonctions pour les gens plus âgés, pour les gens en difficulté, pour les gens plus performants, dans tous les domaines d'activité. Le temps libre augmentant, les activités étant plus nombreuses, on avait accès à un vaste éventail de loisirs. Et quand on dit, bien, on n'a pas accédé à l'ère du loisir, on y a accédé, sauf qu'on l'a empli au fur et à mesure de toutes sortes d'activités, ce qui fait que le vrai temps de repos qu'on avait à l'origine pour se reposer le dimanche, bien, on ne l'a plus souvent, à moins de faire l'effort de se le donner. L'action bénévole, l'action que l'on choisit de faire, l'engagement des bénévoles, de centaines de milliers de personnes qui, au cœur de leur communauté, veulent, en se faisant plaisir, bien sûr, il y a énormément de plaisir à être bénévole dans un domaine que l'on aime, en étant respecté, parce que si vous ne respectez pas les bénévoles, vous les perdez. Ils n'ont pas besoin de la paye à la fin de la semaine, même si vous la doublez, elle n'existe pas. À ce moment-là, il faut les respecter. Il faut les connaître. Il faut partager avec eux ce que l'on veut faire dans la communauté. Il ne faut pas les considérer comme des gens qui nous donnent du travail à bon marché. Et là, j'entre dans une phase un peu plus complexe de ma perception du loisir. Quand on est dans une fonction publique, municipale en particulier, on a la responsabilité d'identifier les types d'équipements que l'on veut voir se réaliser sur son territoire, dans sa communauté. Selon les périodes, selon le goût des élus, selon les modes, ces équipements peuvent changer. On a eu la grande période des arénas, on a ensuite eu les terrains de baseball, on a eu les terrains de soccer récemment. Moi, quand j'étais à la Ville de Québec, ce qui me fascinait le plus, c'était le changement rapide qui se faisait dans notre petite société pour faire une place au football européen, c'est-à-dire au soccer. Et je ne suis pas un joueur de soccer, je ne suis pas un joueur de football, je ne suis pas un joueur de rien. Je jouais au tennis quand j'étais jeune, mais je n'ai pas joué longtemps. Et le soccer, c'était ce sport intégrateur. D'abord, ça ne coûtait pas cher aux parents. Les parents pouvaient équiper un garçon et une fille, c'est important, les deux peuvent jouer, pour quelques dollars, et aller sur le terrain aux parties de soccer, participer au soccer. Tout le monde est sur le terrain presque en même temps. Donc, les jeunes participent beaucoup. Le facteur d'intégration qui m'a le plus impressionné, c'est que, comme ce n'était pas un sport qui était propre au Canada ou au Québec, la plupart des instructeurs de soccer venaient d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, ou d'Europe. Et on était à l'époque où on accueillait en dose homéopathique des gens qui nous venaient d'ailleurs pour s'associer à notre communauté. Que ce soit un Bosniaque, que ce soit un Mexicain, que ce soit un Brésilien qui soit responsable de l'équipe de soccer parce que lui, dans son pays, jouait depuis qu'il était petit, faisait que le sport l'associait à la communauté, qu'on apprenait à le connaître, que les jeunes l'aimaient, et c'était un facteur d'intégration absolument formidable. Le loisir a donc joué un rôle et continue à jouer un rôle comme élément d'intégration et de qualité de vie dans la communauté locale. Quand on regarde un peu plus loin dans le temps, hop, on sort de l'école, on sort du collège, et là, on est absorbé, on est happé par le milieu de travail, milieu compétitif, le milieu familial, exigeant. Et là, on se dit, on n'a plus le temps pour le loisir. Effectivement, il peut arriver qu'on n'ait plus le temps. Le loisir que j'ai pratiqué à un moment donné, c'était celui d'aller à l'aréna attacher les patins de mes fils. Puis je vous assure que quand vous avez fait ça trop souvent, c'est fatigant, attacher les patins d'un petit gars qui veut ça serrer comme si c'était en bois, là. Alors, ça a été mon contact avec le loisir organisé. Et là, on s'aperçoit que dans sa ville, là encore, il y a des milliers de personnes organisées systématiquement, qui dirigent des équipes d'autres bénévoles et qui font en sorte que la qualité de la vie pour les jeunes, pour les parents, pour les aînés est meilleure que s'ils n'étaient pas là, infiniment meilleure que s'ils n'étaient pas là. On est absorbé par la vie, on est absorbé par le travail, on est absorbé par la vie familiale. Les enfants grandissent, on s'éveille soi-même à l'action bénévole parce qu'on est sollicité. On met l'épaule à la roue, petitement au début, mais on se fait happer parce que c'est un milieu agréable. De rencontrer des gens motivés, de rencontrer des gens engagés, c'est extrêmement stimulant.
le hockey ou la natation, mes enfants ont fait les deux sports. C'est des sports qui s'autofinancent par toutes sortes d'activités. Il y en a-tu qui ont déjà vendu des oranges? Moi, j'en ai vendu à masse. Des pamplemousses aussi. Avez-vous déjà distribué des bottins porte-à-porte? J'ai fait ça, même comme mère. Les gens étaient surpris des fois de me voir arriver avec un bottin, mais ça ne fait rien. Je le faisais pour les enfants, à la natation. Financer les sorties des clubs de cette façon-là. Cette façon de s'associer à sa communauté par le loisir pose, comme je l'ai dit, un certain défi entre la ville qui doit organiser les ressources, entre la ville et ses professionnels du loisir et les bénévoles. S'il n'existe pas un lien de respect total entre les deux, entre les professionnels d'un côté et les bénévoles de l'autre, à ce moment-là, on risque de détruire cette substance qui est une substance de souplesse, de solidarité et de complicité en milieu habité, en milieu urbain, quartier par quartier. Effectivement, les professionnels du loisir peuvent s'imaginer que dans des moments d'impatience, que les bénévoles, on les a dans les jambes. Donc, on va leur faire le café, les sandwichs, puis ça va suffire. On veut, quand on est en position de salarié du loisir ou de n'importe quel service, c'est la même chose. On veut contrôler un peu plus sévèrement. Il y a des municipalités qui choisissent même de ne pas s'occuper des bénévoles et d'assumer elles-mêmes la responsabilité du loisir à fournir à la population. Personnellement, je pense que c'est une erreur de perspective, une erreur qui peut à la longue coûter cher à un milieu et aux jeunes surtout, et à ceux qui sont dans la ville. Parce que, encore une fois, je n'ai pas changé d'idée là-dessus. Le milieu du loisir, le milieu de l'action bénévole est le milieu où on apprend la solidarité, où on apprend le partage, où on apprend, si on le veut, le respect de l'autre, qui pense autrement, mais qui pourrait lui aussi décider de faire autre chose que de s'embarrasser d'être à côté de nous. Et donc, il faut à la fois trouver les équilibres. C'est un milieu où se cultive la fierté des gens qui, comme nous, vivent dans un milieu donné. C'est un milieu qui carbure à la reconnaissance. Pas la reconnaissance cadeau, à la reconnaissance reconnaître au sens de « je vous ai vu, je sais qui vous êtes, je sais ce que vous faites ». C'est un milieu qui n'exige pas nécessairement un rendement mesurable en argent. Le nombre d'heures qu'un bénévole passe à une tâche pourrait probablement être moindre si on avait un professionnel salarié qui fait la même chose. Mais le résultat qualitatif ne serait pas le même. J'ai vu des professionnels s'occuper de tâches très modestes en bénévolat. J'ai vu architectes, ingénieurs, même médecins s'occuper comme bénévoles de centres d'accueil pour les gens en difficulté. C'est des choix que l'on fait. Le pouvoir de choisir. Quand on réussit à se trouver des plages à l'intérieur des horaires de travail, on acquiert ce pouvoir de choisir. Et c'est le pouvoir de choisir qui est lui-même l'essence même du loisir. Ce pouvoir de choisir nous amène à nous placer là où on a envie d'être à un moment donné. Puis à d'autres moments donnés, on va être le bénéficiaire du choix que d'autres ont fait, qui vont nous apprendre des choses, avec qui on va partager, avec qui on sera bien dans notre communauté. Et ce bien-être dans la communauté, qui a ses exigences aussi, bien sûr, se répercute sur l'ensemble de la société. École de leadership, je l'ai vu en politique. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont passés par le canal des organisations de loisirs et de sport, à cause de la capacité de travailler en équipe, de l'organisation et d'une certaine discipline qu'on doit avoir. Et quand vous avez une personne qui veut être candidat ou candidate avec vous en politique, si vous regardez le CV, si c'est quelqu'un qui a milité dans les organisations de loisirs et de sport, vous avez déjà 75% de l'analyse faite de son dossier. Cette solidarité, cette motivation, cette fierté, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui anime les bénévoles. Il faut apprendre, et ça je m'adresse aux décideurs, à mettre à la disposition des bénévoles les ressources qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bénévole qu'il n'a pas besoin de papier pour écrire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bénévole qu'il va se rendre du point A au point B sur 6 km à pied en une demi-heure. Il faut des ressources pour rendre le bénévolat viable, pour le rendre agréable. Au cœur de tout ça, je vous ai dit, pour moi, c'est la ressource humaine. Que ce soit celle que l'on encadre, que ce soit celle qui se forme au contact du loisir et des leaders du loisir,
que ce soit les professionnels ou que ce soit les milliers de bénévoles, c'est la ressource humaine. La qualité de la vie, la qualité de la ville dépend de la façon dont on traite les ressources humaines en position de bénévolat, en position d'autorité, au service du loisir et du temps libre, du temps libéré, je préfère dire ça. Ce temps libéré, c'est un temps que l'on choisit pour la rencontre, qui est le thème du 400e anniversaire, qui est le thème du 400e anniversaire parce que le 400e, c'est la rencontre de l'Europe et de l'Amérique. Et d'une façon définitive, en français, c'est fait à Québec. C'est pour ça que c'est le thème de la rencontre qui est le thème général des fêtes. C'est l'occasion de l'échange d'amitié, de l'échange de sentiments, de l'échange de respect. Plus on connaît les gens, plus on a tendance à les respecter et à laisser tomber un certain nombre de préjugés. C'est l'occasion d'une intégration culturelle qui, malheureusement, fait souvent encore beaucoup défaut et qui va faire défaut toujours. Parce que là, ça demande que le changement que l'on souhaite pour que les deux communautés culturelles, que ce soit quelqu'un d'Amérique latine ou d'Afrique ou du Québec, les deux doivent changer. Ce n'est pas celui qui est ici, en majorité à 97 % qui doit dire « moi, je suis en faveur du changement des autres ». Il faut qu'on soit tous ouverts au changement et accepter que la rencontre et l'échange nous changent, nous aussi. Et c'est comme ça qu'on commence à être quelqu'un qui, finalement, dans sa communauté, est un gros plus. Et on en a besoin. Cette solidarité qui permet ensuite, si on l'applique à d'autres domaines, de construire la ville, de construire l'université, les liens entre les étudiants qui viennent de l'extérieur et de l'étranger et qui viennent chez nous, qui nous amènent à ouvrir facilement nos portes. Tout ça vient finalement des valeurs intrinsèques à l'action du loisir, c'est-à-dire à des choix libres que l'on fait hors travail, de se consacrer à une préoccupation, à un objectif. Finalement, le loisir a vu se développer sous mes yeux et m'a aidé beaucoup dans mon propre cheminement à développer des citoyens responsables. Responsables, c'est-à-dire qui se sentent responsables. Qui, en anglais, they care. Des citoyens qui se préoccupent, sans mettre leur nez dans les affaires des autres nécessairement. Quoique ça peut arriver à l'occasion, notamment dans le loisir. Dans tous les domaines, ça arrive. Mais qui sont impliqués dans la vie et dans la façon dont la vie s'organise. Ce témoignage que je voulais vous livrer sur l'importance du loisir, je le terminerai en disant que quand on pense ressources, souvent les autorités locales, fédérales ou provinciales, pensent qu'avec une petite subvention, on peut aller. Ça va aller pour un bout de temps, mais il faut qu'on ait à l'esprit que cette subvention sera parfaitement bien utilisée si on y ajoute les ressources nécessaires à une formation minimale et des bénévoles et des encadreurs professionnels. Une formation sur qu'est-ce que c'est le bénévolat? Qu'est-ce que c'est l'attente d'un bénévole qui vient ici? Est-ce qu'on doit exiger de lui qu'il soit un professionnel aussi bon que ceux qui font ça à plein temps toujours? Quel est le seuil de tolérance qu'on doit développer pour le temps consacré à faire les choses, qui sera quelquefois plus long par un bénévole, mais qui sera infiniment plus motivant, si je peux dire, pour ceux qui profitent du service de ces bénévoles. C'est important, ça. Le citoyen engagé a besoin, quand il s'approche d'un champ d'activité avec lequel il veut s'associer, a besoin d'un minimum de formation. Pas nécessairement dans le domaine professionnel, mais dans le domaine du comportement les uns par rapport aux autres. Les responsabilités d'une ville, de ses fonctionnaires, de ses décideurs, des gouvernements sont une chose. Les organisations doivent être respectées comme étant capables de prendre des décisions, de faire des choix, et la ville doit assumer la présomption que ces choix-là sont les bons. Le rôle des fonctionnaires dans les villes, c'est de s'assurer de l'appareillage et qu'il y a un appariement entre les différentes activités, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'on n'arrive pas 5 équipes en même temps pour jouer 1 heure de hockey ou de basketball ou quoi que ce soit. Ceux qui sont au service des villes comme fonctionnaires sont aussi au service des bénévoles qui font vivre et respirer la ville. J'ai terminé le temps qu'on a mis à ma disposition. Je voudrais vous remercier et vous citer quelque chose que André Thibault m'a dit tout à l'heure. Je l'ai noté sur un bout de papier. Il vous l'a peut-être dit avant, mais je vous le dis parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, qui pour moi définit le passage du travail au loisir.
même si ce passage ne se fait pas brutalement. Il disait, avant ce passage, il faut aimer ce qu'on fait. Après ce passage, on peut faire ce que l'on aime. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le président du Conseil québécois du loisir, M. Michel Beauregard, à monter sur scène pour un remerciement tout spécial de notre conférencier, Maître Jean-Paul Lallier. Merci, Louis. Alors, Maître Jean-Paul Lallier, Mesdames, Messieurs, je me permets de prendre encore quelques minutes de votre temps pour poser un geste important. Au nom du conseil d'administration du Conseil québécois du loisir, je suis très heureux de profiter de cette occasion unique pour témoigner notre plus sincère reconnaissance à notre président d'honneur, Maître Jean-Paul Lallier, qui a marqué à sa façon l'histoire du loisir au Québec. Nous remettons à cette personnalité marquante une plaque confirmant le statut de membre honoraire du Conseil, le liant de façon claire à l'histoire du Conseil québécois du loisir et de tout le milieu du loisir. Par ses actions qui ont toujours porté sur le loisir comme élément pour améliorer la qualité de vie, par sa constante appréciation de l'apport essentiel des bénévoles, Maître Lallier est une figure importante du milieu du loisir et c'est un honneur pour nous de lui rendre hommage aujourd'hui. Il rejoint ainsi quelques autres personnalités qui ont marqué le visage du milieu du loisir, soit M. Joffre Dumasedier, M. Claude Ryan et M. Claude Charon, qui d'ailleurs s'excuse de n'être présent avec nous. Au nom de tous les participants au Congrès du loisir, au nom de tous les travailleurs et bénévoles du milieu, Maître Lallier, nous vous remercions sincèrement de votre contribution. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je dois malheureusement quitter maintenant parce que je ne suis en loisir qu'à moitié. Alors, je vous souhaite une bonne fin de congrès, puis on aura l'occasion de se revoir certainement d'ici la fin. Merci beaucoup. Alors, après cet exposé fort intéressant sur l'importance de l'engagement bénévole, nous allons débuter maintenant notre panel avec nos 4 conférenciers. Le premier thème serait peut-être, est-ce que le loisir, même au plus jeune âge, dans la pratique même d'une activité sportive ou d'une activité autre de loisir, est-ce que cette activité peut être une initiation aux relations de pouvoir? Alors, notre premier conférencier va sûrement traiter de cette dimension de l'espace privé et de l'espace public, parce que lorsqu'on parle de relations de pouvoir, il y a déjà une initiation à l'espace public. Alors, c'est M. Abdou Salam Fall, qui est docteur en sociologie, qui est responsable du laboratoire d'études de la paupérisation et des transformations sociales, responsable aussi de la formation doctorale sciences sociales appliquées au développement, rattaché à l'Institut fondamental d'Afrique noire, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. M. Abdou Salam Fall a été aussi, de 2002 à 2008, président du réseau intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. M. Fall. Ça bouge comment?